Oui, oui, bah, ici, il y a 300. Bonjour Léopold, comment vas-tu? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors ici, on est tous rassemblés, évidemment, parce qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la justice. On est venu soutenir une camarade dont vous connaissez le nom, qui est malheureusement est en détention dans un cadre qu'on peut considérer comme mafieux. Il faut quand même employer les mots qui conviennent. À partir du moment où vous avez une justice qui fonctionne sur le principe de la justice d'exception en fonction de vos orientations politiques, c'est une justice qui est arbitraire. Et à partir du moment où un État écoute les conversations de ses citoyens et regarde ce que font les citoyens, c'est un État totalitaire. Donc on ne viendra pas donner des leçons à l'Afrique, ni au soi-disant régime totalitaire, parce qu'on s'en fout de savoir qui est totalitaire et qui est démocrate. Moi, ce que je regarde, c'est si le dirigeant fait bien le boulot. S'il est dictateur et qu'il fait du bien, qui travaille pour le bien commun, il n'a qu'à rester 5000 ans au pouvoir. Et si le démocrate, c'est de la merde, jetez-le à la poubelle. Voilà, ça c'est une introduction, c'est une entrée en matière. Voilà. Donc, j'ai observé depuis quelque temps que les choses sont en train de s'inverser. C'est-à-dire que la pointe de l'iceberg est en train de s'inverser et qu'on commence à voir le bas qui normalement est immergé remonter tout doucement et pointer vers le ciel. De quoi je suis en train de parler? Je me rends compte que quand on regarde des séquences du mainstream, on entend parler de halal, de musulmans, de femmes voilées. C'est matin, midi et soir de radicalisme. Quand les musulmans sont intégrés dans la République, on dit que c'est de l'entrisme. Quand les musulmans sont en dehors de la République, c'est du séparatisme. Il faut savoir, ils sont dedans ou ils sont dehors. Monsieur Rotaillot, je fais un débat contre vous quand vous voulez. J'ai dit, je prends n'importe qui en débat. Asselineau, Philippot, Olive, des ministres, qui vous voulez, mettez-les-moi en face. Et on va voir maintenant qui dit qui et qui est qui. Parce que, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas faire d'accommodement raisonnable avec le mensonge. Et je remarque une chose, c'est qu'en fonction des chapelles des uns et des autres, et des sensibilités, gauche, droite, pas droite, on oublie l'essentiel du combat. L'essentiel du combat, c'est de rétablir la justice. Je rappelle quand même que le roi, il était étroitement associé à la justice. Mais le seul problème du roi, c'est comme il représentait la souveraineté, les puissances d'argent ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient puisqu'elles étaient subordonnées au pouvoir du roi, au pouvoir souverain, autrement dit celui du peuple. Et à partir du moment où on a fait la révolution de 1789 puis 1793, les choses ont commencé à s'inverser et Mammon est devenu souverain sur les nations. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi on a parlé entre autres de la Palestine, mais on peut aussi parler du Congo, on peut parler du Kosovo, on peut parler de la guerre Iran-Irak, du 11 septembre et de tous les grands événements qui ont permis une orientation très particulière de l'humanité. Si la justice aujourd'hui est arbitraire, c'est parce qu'elle n'est pas une justice, elle est au service de grands intérêts. Les grands intérêts, ce sont des intérêts, on va dire, métaphysiques, même si ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais il n'y a rien qui fonctionne. Regardez l'état de l'école, les enfants n'apprennent ni à lire, ni à écrire, ni à compter, mais par contre, on leur apprend à avoir une certaine liberté sexuelle. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que la liberté sexuelle vient faire dans une maternelle. Et ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi d'ailleurs les parents ne s'insurgent pas contre le fait qu'on parle à leurs enfants de libération sexuelle, entre autres. L'hôpital, destruction de l'hôpital public. Un certain Emmanuel Macron, avant qu'il ne soit placé et non pas élu, parce qu'il faut arrêter de rêver, comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes plus des enfants et nous ne croyons plus au Père Noël républicain, qui nous explique que c'est nous qui avons mis ce monsieur à la tête de l'État. Non, on se réveille, Emmanuel Macron est un descendant de Rothschild. Bon, alors, regardez la tête
de Liliane de Rothschild et regardez la tête de Macron, vous verrez qu'il y a une petite ressemblance quand même assez importante. Et je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand c'est la banque qui contrôle, c'est pas la démocratie. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. Et si on était réellement en démocratie, ces gens-là travailleraient au bien du peuple et non pas à notre malheur. Et non pas à nous mettre toujours plus de coercition, toujours plus d'embûches dans nos vies respectives et toujours plus de problématiques. Donc ça, je vais le dire. L'hôpital public complètement mort. J'ai parlé de l'école, l'éducation sexuelle à l'école, n'importe quoi. On parle d'écologie, matin, midi, soir. Là aussi, il y a Baldon aussi. On ne peut pas, à un moment donné, nous parler d'écologie quand derrière, on est en train d'attaquer le vivant. C'est-à-dire qu'on donne à manger, par exemple, des farines animales à des bovins. Ce n'est pas très écologique. Et quand on détruit les sols avec des produits dits phytosanitaires, mais qui en réalité sont plus des poisons que des produits qui amènent des bienfaits. Et une fois qu'on a ingéré tous ces produits, je rappelle qu'ils restent dans notre corps. Donc c'est de l'empoisonnement global. Et ça aussi, ça fait aussi partie des choses qu'il faut dénoncer. Je fais un panorama comme ça. Et en réalité, on s'aperçoit que, je dirais que même jusqu'aux Antilles, on a la problématique du chlordécone, qui fait qu'on ne peut même plus pratiquement faire pousser quoi que ce soit sans qu'il y ait du chlordécone dedans. Donc c'est un empoisonnement complice et direct, j'ai envie de dire, des autorités associées évidemment à ces mêmes puissances d'argent et ces groupements d'intérêts financiers. Donc je m'aperçois encore une fois qu'il faut que la population se réveille. Là, il y a eu dernièrement la manifestation des taxis. J'ai écouté un petit peu pour voir ce qui se disait. J'étais un petit peu déçu parce que je pense que tant que tu n'as pas identifié ton ennemi, que tu ne comprends pas la nature de cet ennemi, que tu ne sais pas ni le désigner, ni regarder comment il combat, tu ne peux pas te battre contre lui. Alors on continue les blocages, on continue les grèves. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est de conscience. Notre force est dans notre conscience. Plus vous apprenez des choses, et plus vous êtes fort, et plus vous reprenez en fait votre souveraineté. Donc tout ça, ça m'a inspiré des petits rappels. À l'époque, je lisais Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Samuel Huntington, c'est un monsieur qui est décédé aujourd'hui, je me souviens plus d'ailleurs, je crois qu'il est mort en 2012, mais dans Le choc des civilisations, il nous expliquait déjà que en fait, l'objectif c'était quand même d'amener les musulmans en fait, à se confronter aux non-musulmans. Et comme il appartient à la commission trilatérale, on est typiquement, si vous voulez, dans une dynamique où en fin de compte, l'objectif recherché c'est la guerre civile. Lorsque vous ouvrez la télévision, on vous explique que demain, si LFI est au pouvoir, ce sera la charia qui va commander. Je me demande qui peut croire à de telles balivernes. C'est dramatique, mais il y a des gens qui, effectivement, regardent la télé et pensent que c'est parfaitement possible. C'est dire la force de persuasion d'un côté et le niveau d'abrutissement de l'autre côté. Donc, éteignez vos télés surtout et pensez à rallumer le cerveau quand même. Si vous ne l'avez pas rallumé, réinitialisez-le et installez les mises à jour très rapidement. Ça peut être une bonne mise à jour, le choc des civilisations de Samuel Huntington, pour vous expliquer combien que tout ce qui nous arrive aujourd'hui a déjà été écrit dans certains ouvrages. Je pense souvent à Serge Monast, à Claire Sévrac, au père Régimbald, Jean-Paul Régimbald. Je pense à Christophe Chalençon. Je pense à Corinne Bouget aussi. Et bien d'autres encore, je ne sais pas tous les noms. Et Feu, le général de Laward, qui nous a quittés. Et qui, bizarrement, me semblait être quelqu'un en très bonne forme. Et bizarrement, on nous explique qu'il aurait eu un décès prématuré. Je crois que lorsque vous essayez de dire des choses intelligentes et qui sont de nature en fait à rassembler le peuple ou à faire comprendre des choses au peuple, bizarrement, votre longévité s'écourte très rapidement. J'ai remarqué ça. Par contre, quand vous êtes dans l'autre camp, vous pouvez vivre centenaire, il n'y a aucun problème. On se rappelle de Henry Kissinger qui avait 100 ans, M. David Rockefeller 106 ans, et bien d'autres encore. Donc, si vous êtes du côté du mal, vous allez vivre vieux, je pense.
Nous, on ne veut pas être immortel, donc c'est pas grave. Quoi d'autre encore? Je dis des choses qui me passent par la tête. J'ai ramené un autre livre aussi qui s'appelle Djihad versus McCall de Benjamin Barber. Et en fin de compte, en entendant tous ces intervenants sur CNews, sur BFM TV, nous parler des musulmans, des accompagnatrices scolaires voilées, des boucheries halal. En fait, comme si le problème de la société française, c'était les musulmans et pas, par exemple, le club de Bilderberg. Que c'était, par exemple, le problème, c'était les accompagnatrices voilées et pas, par exemple, Hanouka à l'Élysée ou le dîner du CRIF. Et que, bizarrement, ça interpelle personne. Je me suis dit que là, ça devenait très, très grave. Dans Djihad versus McWorld, Benjamin Barber nous explique qu'en fin de compte, la mondialisation risque de se confronter à des intégrismes. Ce que Benjamin Barber appelle des intégrismes, c'est ni plus ni moins un retour à la radicalité, c'est-à-dire en fait une forme de vérité. Parce que qu'est-ce que c'est que la radicalité? C'est en fait revenir à la racine des choses, revenir à son point de départ. Le radical, c'est celui qui veut comprendre d'où vient la plante, en fait. Donc vous allez à la racine pour comprendre la plante. Donc en fait, c'est une bonne chose que d'être radical et nous manquons de radicalité, car évidemment, je vois beaucoup d'invertébrés chez les humains. Je voudrais que les gens aient plus de colonnes vertébrales. Et je finis avec... je complète pour dire que dans Djihad versus McWorld, il ne s'agit pas de désigner les musulmans, il s'agit de désigner tous les conservatismes. En fait, à partir du moment où vous reprenez possession du bon sens, je pense que par exemple le retour à la famille est une chose intelligente. On l'a vu avec par exemple l'élection du pape, où à un moment donné on avait le cardinal Sarah qui avait un discours qui plaisait à beaucoup de monde. C'est un monsieur qui vient de Guinée, Monseigneur Sarah, un Guinéen, qui estimait qu'un couple c'était un homme et une femme, c'est-à-dire la base, et que la famille devait être le centre de tout, et que Dieu devait en fin de compte aussi être un élément moteur dans la construction d'une famille et dans la cohésion dans l'éducation des enfants. Pensez bien que ce discours-là, il va à l'encontre de ce que veulent des Soros, des Bill Gates et consorts. Ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, on a le fameux pape Léon XIV. Léon XIV qui est un pape climatiste, féministe. C'est un Américain, certes, mais c'est surtout quelqu'un qui considère que l'Église n'est pas assez moderne. Quand on vous dit ça, pas assez moderne, on a dit la même chose pour les musulmans. Il faut vivre dans la modernité. On va faire chier des gamines de 14-15 ans parce qu'elles porteraient le voile. Combien même qu'elles ont 14-15 ans et qu'elles portent le voile ou pas, ceci ne concerne qu'elles et leurs parents. Ça ne concerne pas l'État. Mais aujourd'hui, l'État, la République, veut s'immiscer dans votre vie intime et veut savoir et veut épier vos moindres faits et gestes. Et l'euro numérique qui est une proposition de mise en place pour la fin de l'année, fait que l'État saura de manière stricte et absolue tout ce que vous faites avec votre argent. Et si on ne se réveille pas, ça va être très très compliqué d'être au gilet jaune, de se mobiliser pour des manifs, de se révolter. Parce qu'ils couperont le robinet et ils sauront très exactement ce que vous faites de votre argent, ce que vous mangez, ce que vous payez, etc. Et ça sera plus de l'argent périssable et vous devrez le dépenser de toute façon, donc vous ne pourrez pas le cumuler. Donc il est temps maintenant de grandir, de devenir un homme et de rentrer dans la bataille. Parce que la bataille qui se lève, c'est une bataille de survie. Pour nous, pour nos enfants et pour la suite. Puis pour être un être humain digne, parfois il faut se battre. Voilà. Le petit bouquin rouge. C'est les fameuses armes dont nous disposons pour nous battre. Quand il parle de bataille, il parle d'une bataille déjà spirituelle avec le droit. Ça, c'est le droit. Le savoir est une arme, et voilà, c'est de ça dont tu parles, et c'est très bien. Notamment. Alors pourquoi j'ai pris le petit livre de la Constitution de la République française?
Je l'avais déjà pris parce que la semaine dernière, je voulais développer sur la notion de représentation et de représentativité, puisque là, je vais parler directement de Hinda, mais c'est pas que Hinda spécialement, qui est aujourd'hui incarcérée, puisque sa date de procès, c'est le 4. C'est le 4 juin. Le 4 juin, ouais. C'est le 4 juin, tu me confirmes, Taxi, et que comme elle ne veut pas d'avocat, on considère qu'elle n'a pas de représentant. Mais la BCIS avait bien expliqué qu'un citoyen, en fait, et ça c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, ne peut pas se représenter par lui-même. Par exemple, quand vous êtes dans l'entreprise et que vous avez besoin de défendre vos droits, vous devez passer par un syndicat. Si vous avez une propriété et que vous voulez la vendre, vous devez passer par un notaire. Si vous avez des problèmes avec la justice, on va vous inciter à prendre un avocat. À chaque fois que vous, en tant que citoyen, j'insiste là-dessus, vous aurez besoin en fait d'avoir une démarche, entre guillemets, ou avec le fisc, ou avec ce que vous voulez, avec l'État, vous devrez avoir un représentant, en l'occurrence. Et c'est pour ça que les partis politiques, d'ailleurs je vais citer le livre de Simone Veil, Simone Veil avec un W, bon, j'ai même oublié le nom, c'est de l'inutilité des partis politiques. Bon, bref, vous tapez Simone Veil avec un W-E-I-L, la philosophe, et vous aurez son livre sur les partis politiques. Voilà. Donc les partis politiques ont été créés pour nous diviser, entre autres, et la République nous divise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne sommes ni droite ni gauche, mais nous sommes des gens du peuple et nous comprenons qu'une oligarchie veuille en fait nous écraser, nous diviser, dans le pire des cas, dans le moins pire des cas, nous voler, et dans le pire des cas, nous euthanasier, parce que c'est vers là-bas qu'on va. Voilà. Ça, c'est le projet final. Et ce qui se passe avec Gaza, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans des théâtres d'opération qui sont loin de l'Europe, enfin, sauf en Ukraine, l'Ukraine c'est quand même l'Europe, pourrait tout à fait arriver dans une ville occidentale, de type Lisbonne, Madrid, Paris, Berlin, peu importe. On pourrait tout à fait avoir droit à un conflit ouvert ou une guerre civile de basse ou haute intensité sur notre territoire, parce que c'est là le plan de l'oligarchie. Parce que l'oligarchie a besoin du désordre pour instaurer son ordre. S'il n'y a pas de désordre, elle n'instaurera pas son nouvel ordre. Voilà. Donc force à l'Afrique, aux Africains, à Ibrahim Traoré qui continue la bataille pour nous. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Ibrahim Traoré, l'actuel représentant du Burkina Faso, est en train de faire le combat que vous, les Occidentaux, ne voulez pas faire. C'est pour ça qu'il fait ce combat. Et force aux Burkinabés, force aux Maliens, force aux Nigériens. Et ici, en Occident, on ferait bien d'en prendre de la graine au lieu de s'en prendre aux musulmans, aux Noirs, aux Arabes et aux Basanés, qui au final, ne sont qu'une petite goutte d'eau dans la problématique qui est la nôtre et auquel nous devons faire face. Je vous rappelle que les décisions sont prises dans les conseils d'administration de McKinsey, de BlackRock, de Vanguard et de tous les cabinets conseils qui existent. Donc, les centres de pouvoir sont là. Ils ne sont pas à l'Élysée ni dans les ministères. Donc, les agriculteurs, les taxis et autres, arrêtez d'avoir pour interlocuteurs les ministres ou le président de la République. Quand vous êtes devant un ministre ou quand vous êtes devant M. Macron, vous lui dites « appelle-moi ta direction ». Il y a toujours soutenu les résistants, les forces aux Algériens, parce qu'aujourd'hui, c'est les Algériens qui parlent de la problématique des Antilles. Et ça, franchement, respect à l'Algérie, et on est en soutien avec les Algériens. Par contre, je ne confonds pas l'actuel pouvoir militaire qui est en Algérie avec le président Tebboune, qui est la marionnette d'une oligarchie de généraux, et le peuple. D'accord ? Il faut bien comprendre que ce qui se passe avec la France et l'Algérie, derrière, il y a aussi le Maroc et il y a aussi l'Israël. Bien sûr. D'accord ? Non, mais on dit les choses. Oui, d'accord ? On est bien d'accord. Donc, mais ça ne fait pas de moi, ça ne fait pas de moi. Et je pense que les Africains ont parfaitement eu raison d'abattre ce drone, j'insiste, même si ça déplaît,
parce que ce drone était en territoire malien. Et c'est réel, les vidéos l'ont prouvé. Donc, non, il est rentré en Algérie, le drone. Alors, est-ce que le drone s'était égaré? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise manœuvre? Est-ce que le drone a échappé, etc. C'était vendu par la Turquie, le drone. Hein. C'est la Turquie qui a vendu le drone au Mali. Il est, bien sûr, je dirais qu'il est de l'intérêt des Algériens qu'il y ait une bonne entente. Parce qu'on sait qui est derrière et à qui ça profite. C'est toujours le petit coq qui est embusqué et qui attend que les deux grands coqs se battent. C'est très compliqué la géopolitique. C'est pas grave. C'est très compliqué la géopolitique parce que je voudrais quand même préciser une chose. Quand tu grattes, il y a Israël qui soutient les pays africains aussi. Et le Maroc, aussi. Hein. Parce qu'elle a compris qu'il y avait une coalition qui allait se créer. Parce que comment il s'appelle en Libye, Kadhafi n'avait pas réussi à faire l'Union africaine. Là, les pays d'Afrique étaient prêts à le faire. Parce que l'Afrique. C'est la Russie. Attends, moi je parle de l'AES, hein, je parle pas de l'ensemble des pays africains. Oui, c'est pas pareil. Je ça. Hein. Non, dans ces pays-là, c'est dommage parce que je ne l'ai pas dans mon. Il y a des arrêts qui se livrent des armes.